Ben merci à vous, surtout d'avoir accepté, hein, cette invitation comme ça un peu à l'aveugle en plus, parce que vous saviez pas forcément à qui vous aviez affaire, donc c'est pas toujours évident de donner son accord dans ces circonstances-là. Je suis curieuse. Alors je vous explique comment ça se passe et puis vous hésitez pas si vous avez des questions, bien entendu. Comme je vous expliquais dans le mail, moi, ma manière de travailler avec l'astrologie, c'est à l'aveugle. C'est-à-dire que quand je rencontre les gens qui viennent me consulter, je regarde leur thème que dans un second temps. C'est-à-dire que je ne regarde pas du tout leur thème astrologique en premier lieu. Je les écoute parler pendant, ça dépend maintenant de moins en moins de temps. Au début, il fallait à peu près 1 heure, donc on est vraiment un entretien classique de psychothérapie, on va dire, classique, hein, l'anamnèse, ce qu'on appelle. J'écoute les gens parler et puis maintenant, en fait, ce qui arrive, c'est que j'ai des hypothèses astrologiques, psycho-astrologiques qui émergent. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que quand on arrive dans le thème ensuite, on se rend compte qu'on a le bon ascendant, enfin voilà, tous les placements on les entend, quoi. Mais ce qui est surtout intéressant, au-delà du fait de deviner les placements, parce que ça, j'ai envie de dire, c'est un peu l'astrologie spectacle et c'est pas moi ce qui m'intéresse en tant que psychologue, c'est de repérer finalement les déséquilibres. Ce qui ne fonctionne pas dans le thème. Ce qui est, voilà, là où on a des problématiques particulières et des points vraiment de focus, qui vont être, pour le coup, mis en lumière dans le cadre, psychothérapeutique. Et ça, c'est mon travail donc. Et donc dans ce cadre-là, plus donc sur le versant, on va dire, collectif, parce que c'est plus ça, hein, je propose des ateliers. Eh bien, dans ces ateliers, j'en propose, comme celui donc auquel vous allez participer, où je fais donc des interviews à l'aveugle, c'est-à-dire de la même manière, j'interviewe quelqu'un dont je ne connais pas du tout le thème, donc bien sûr, je ne connais pas votre thème, je n'ai aucune idée de votre date de naissance, de qui vous êtes astrologiquement parlant. Mais j'ai ressenti dans ce que je connais de votre travail et de ce que j'ai pu observer sur votre chaîne, j'ai ressenti beaucoup de lunes en fait, beaucoup d'archétypes lunaires. Donc, puisque l'atelier porte sur l'archétype lunaire, sur le cancer, et que ça va être l'occasion pour moi de partager un peu mes recherches à ce sujet-là, j'ai pensé à vous dans ce cadre et je me suis dit, ça serait bien si Alice Nicolas acceptait l'invitation d'être interviewée pour que les personnes, du coup, puissent s'entraîner un petit peu à cette intuition psychoastrologique et essayer de deviner, notamment où se trouve votre lune, qu'est-ce qui fait que vous avez cet archétype lunaire très fort, et puis se joindre à moi dans la pratique, quoi. Voilà. Très bien, parfait. Ça vous va comme exercice? Ça veut aussi dire que tout le monde va comprendre où sont mes points de faiblesse et mes problèmes à régler. Alors, je vais pas forcément. Alors, l'atelier est privé, hein, bien évidemment, donc les points peut-être un petit peu plus. Voilà, si vraiment il y a des endroits où vous voulez pas qu'on aille voir, on n'ira pas voir, bien sûr. C'est un peu du voyeurisme quand même, hein. Mais j'ai pas de problème avec ça, j'ai rien à cacher. On y va. Parfait. Alors du coup, je vais vous poser une question toute simple au départ, et puis surtout, vous me dites s'il y a des endroits où vous voulez pas qu'on aille, hein. Mais question toute simple, c'est comment est-ce qu'on en arrive à faire des tirages de cartes sur YouTube? C'est l'histoire de 50 ans de vie. Ça se fait super résumé. au lendemain, c'est la conséquence d'une conséquence d'une conséquence d'une conséquence. Est-ce qu'il faut que je développe? Comment est-ce que vous voulez procéder? Je développe ou est-ce que j'essaie d'être circoncise? Comment... Alors, moi, dans ma manière de travailler, ce qui vraiment m'intéresse, c'est de laisser les gens parler le plus spontanément possible. Donc, j'ai envie de vous dire, allez-y, vraiment comme ça vient, quoi. Okay. Je vous dirigerai si besoin. Je pourrais dire que d'une manière générale, j'ai toujours su et je me suis toujours sentie extrêmement intuitive. Je n'ai jamais aimé les cartes du tarot parce que ma mère faisait ça pour les voisines du quartier et je trouvais ça je n'aimais pas. Je trouvais ça bassement vulgaire et populaire et enfin, j'aimais pas du tout. Et en fait, j'y suis arrivée moi-même plus par le biais de l'astrologie, en utilisant les signes astrologiques, parce que je me suis rendu compte que c'était le meilleur portail que j'avais pour accéder aux personnes. Si j'avais pu choisir autre chose, si j'avais pu trouver autre chose, un autre pont d'accès aux personnes, j'aurais pris autre chose. Les cartes du tarot, je m'y suis jamais intéressée, je n'ai jamais ouvert un livre dessus, mais c'est un support, c'est un tremplin qui me permet d'aller questionner mon intuition et d'apporter ce que je sais que ce mois-là doit apporter comme
suggestions, idées, recours, pistes, clés, ce qu'on veut. Donc voilà pourquoi le tarot. Mais j'ai pas ça dans le sang depuis. Voilà, le tarot, au contraire, si je peux m'en passer, je m'en passe. Alors c'est intéressant, je me permets de vous couper. Déjà, vous avez parlé de votre maman. Donc il y a quand même cette référence très forte à la Lune, évidemment, puisque l'archétype lunaire, ça représente notamment le lien à la mer dans un thème. Donc est-ce que vous seriez d'accord de nous parler un petit peu plus, sans forcément rentrer trop dans les détails, du lien que vous avez avec votre maman, puisque vous dites elle tire les cartes et finalement c'est quelque chose que vous avez en horreur, si je comprends bien. Donc, je détestais la voir faire ça pour les femmes du quartier. Parce que je trouvais ça vraiment petites gens, quoi. C'était un peu puis elle était au courant de tout ce qui se passait dans les couples, dans les familles, dans les foyers. Et j'aimais pas. Je trouvais que c'était du voyeurisme et j'aimais pas ça. Ma mère, donc c'est un personnage haut en couleur qui a un très très fort caractère. C'est quelqu'un de très indépendant, qui n'est pas très intuitive. Mais voilà, c'est quelqu'un d'intelligent. Ma relation à elle s'est en fait inversée au fil des ans, sans pour autant qu'elle soit malade ou grabataire ou quoi que ce soit. C'est en fait maintenant moi qui suis devenue sa mère. Voilà, donc je reprends un petit peu le rôle de la maman et je prends soin de ma mère. Voilà, en gros, c'est un peu ça. D'accord. Autre question qui est en lien, et puis je le répète, hein, si jamais je rentre dans des phases trop indiscrètes, vous me dites, est-ce que vous-même vous avez des enfants du coup? Non, je n'en ai pas. D'accord, très bien. C'est un choix, c'est pas, voilà, je le précise, c'est par choix que je n'ai pas d'enfant. D'accord. Très bien. Et alors, vous n'aimez pas le tarot, et puis vous vous retrouvez finalement avec des cartes de tarot entre les mains. Comment ça arrive finalement? C'est parce que voilà, il y a quand même, vous les utilisez ces cartes, quoi. Elles sont dans vos mains, c'est pas, on vous impose pas de le faire. Non, ben voilà, encore une fois, je cherchais un portail d'accès. Moi, je viens, enfin, je pense que vous avez vu un petit peu peut-être mon parcours, les différentes formations. J'avais un cabinet thérapeutique aussi à Genève. Moi, j'avais l'habitude de faire des lectures intuitives, mais avec quelqu'un en face de moi, comme vous à moi, là, comme ça. C'était comme ça que je travaillais. Après, moi, quand j'ai appris la lecture intuitive, on se servait de tous les supports que la nature peut offrir. Les feuilles, les noix, les graines, les couleurs, n'importe quoi. Tout était prétexte tout pouvait être un support de lecture. Le tarot, c'est quand même ce qui se rapproche le plus de l'astrologie. Dans les grandes lignes, le tarot de Marseille, c'est ce qui se rapproche le plus. Bon, voilà, le lien était assez vite fait, quoi. Oui, d'accord. C'est assez intéressant quand même, parce que cette histoire de tarot que vous avez en horreur, bon ça c'est la psychologue chez moi qui, voilà, on voit bien le côté, ça vient vous rattraper malgré tout, et puis vous avez ça dans le sang, quoi, quelque part. Donc au bout d'un moment, c'était presque obligatoire que ça revienne sur la table, littéralement même. Qu'est-ce que c'est l'intuition pour vous? C'est très difficile à définir. Comment vous... L'intuition, pour moi, c'est ce compagnon intérieur, cette boussole intérieure, cette petite voix à l'intérieur qui sait, mais qui est très discrète, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui s'impose, c'est quelque chose qui est omniprésent, libre à nous de lui faire de la place ou pas, libre à nous de l'écouter ou pas. C'est cette petite voix qui a plein de facettes. Elle peut être tantôt sage, elle peut être tantôt aventurière, elle peut être tantôt fantasque, drôle, émotionnel. Voilà, c'est un compagnon, une petite voix intérieure qui est là. On lui accorde plus ou moins d'importance ou plus ou moins de valeur en fonction de son éducation, de ses convictions, de son parcours. Voilà. Moi, je sais que depuis toute petite, c'est marrant parce que j'en parlais aujourd'hui à mon mari. Depuis toute petite, je sais que cette intuition est là. Elle m'a accompagnée depuis mes premiers souvenirs d'enfant, de bébé. Cette intuition était là et me parlait, communiquait avec moi comme si c'était une petite sœur ou un petit compagnon. Donc, comment est-ce que je dois dire ça? J'ai pas découvert ça à l'âge de 40 ans, comme ça, boum, non. J'ai grandi avec cette présence. Et c'est étonnant parce que vous dites, il y a un petit peu la notion de clairaudience, c'est ça? Je suis pas très... C'est ça, hein, c'est plutôt la clairaudience, du coup, vous entendez? Oui, je l'entends, je la vois, je la ressens. C'est vraiment multifacette.
Moi, c'est au niveau de l'audio, effectivement. D'accord. D'accord. J'avais une autre question à vous poser. Si, le versant plus émotionnel, parce que vous avez utilisé à un moment donné le terme émotionnel pour dire que du coup, cette intuition pouvait revêtir une facette, on va dire, émotionnelle. Du coup, vous faites une distinction claire entre les émotions et l'intuition. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? L'intuition n'est pas nécessairement dans l'émotion ou émotionnelle ou émotive, ou l'intuition, ça peut être, enfin moi je me souviens, je vais prendre des exemples, je me souviens peut-être de voyages que j'ai fait, de parcours que j'ai fait, où subitement il y a cette voix qui me dit ne va pas plus loin, stop. Bon, parce que j'ai appris à écouter cette intuition, je sais que, ok, je me suis arrêtée. Il n'y a pas d'émotion là-dedans. Il y a d'autres exemples, d'autres expériences où au contraire, il y a des vagues comme ça d'émotions qui peuvent monter. Et par le biais de l'intuition, je comprends que la personne qui est en face de moi, que je peux ne pas connaître ni d'Adam ni d'Ève, il faut que j'aille la serrer dans mes bras. Parce que c'est important à ce moment-là. Donc, l'intuition n'est pas nécessairement connectée à l'émotion. Non, je ne pense pas. Oui, mais l'émotion peut finalement être comme j'allais dire, une sorte d'alarme qui vient vous dire qu'il y a quelque chose intuitivement à entendre. Oui. C'est ça que vous diriez, d'accord. Ou l'intuition peut quelquefois me dire, attention, là, on est dans un domaine qui demande beaucoup, qui requiert beaucoup de douceur dans l'émotion, parce que c'est important, soit pour moi, soit pour l'autre personne. D'accord. Et est-ce que vous faites une distinction entre l'instinctif et l'intuitif? Après, bon, ça n'appartient qu'à moi, hein, mais j'ai presque envie de dire que l'instinctif, c'est quelque chose de mécanique. Alors que l'intuitif, il va y avoir comment est-ce que je veux dire ça? Il va y avoir c'est une invitation. Je ne suis pas obligée d'y répondre. J'y accorde de l'importance ou pas, mais voilà, c'est une invitation. Alors que l'instinctif, c'est mécanique, je ne peux pas faire autrement. C'est comme ça, parce que c'est comme ça, c'est tout. Je ne sais pas si... Si, bien sûr, oui. Et puis c'est vous qu'on interroge aujourd'hui, donc c'est vraiment votre point de vue. Non, c'est ce que je dirais, ouais. Ok. Et au niveau des émotions, comment ça se passe pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui va être, parce que vu que vous êtes quelqu'un de très intuitif, justement, l'émotionnel, ça va être récupéré au niveau mental, c'est senti d'abord dans le corps? Comment vous vivez vos émotions, en fait? Alors, pour rien vous cacher, l'univers émotionnel a été très compliqué dans ma vie, justement très intuitive. Donc, à un moment donné, il a fallu canaliser un petit peu les émotions. Donc, évidemment, durant mes jeunes années, en plus d'un parcours familial très chaotique, c'était blindé, c'était verrouillé, c'était sécurisé parce que c'était trop explosif. Petit à petit, par le biais aussi de toutes mes formations, de toutes mes pratiques, de tout, j'ai gentiment commencé à ouvrir un petit peu toutes ces portes. Et aujourd'hui, l'émotionnel, voilà, j'y accède plus facilement. Même s'il y a des moments où ça peut être débordant, je sais intuitivement que j'ai le droit d'exprimer une émotion, j'ai le droit d'être débordée par une émotion et je n'ai pas de tabou avec ça. C'est zéro tabou. Donc, je laisse tout ça s'exprimer, ça ne me pose aucun problème. Je pense que j'ai réussi à travers toutes mes... Alors, il y a l'expérience de vie, il y a la maturité, évidemment, d'un côté, mais il y a aussi toutes ces formations que j'ai pu faire qui ont réussi, qui m'ont aidé à étiqueter tout ce qui se passait à l'intérieur de moi, qui me permettent aujourd'hui de comprendre que mon intuition, non seulement c'est ma meilleure alliée, mais c'est aussi un outil dans la vie de tous les jours. Et je m'appuie énormément dessus. Donc, je m'éloigne de la question que vous me posiez. Je sais non, pas du tout, c'est très en lien. Ça m'amène une autre question, si vous le voulez bien. Comment vous faites finalement la distinction, parce que quand on est aidant, thérapeute ou autre, comment vous faites la distinction aussi entre vos intuitions, votre émotionnel et celui des autres, et celui des personnes que vous aidez? Bon, là, maintenant, il y a YouTube qui permet de faire la distinction claire et nette, j'imagine, mais comment vous avez fait au début quand vous étiez en face à face, notamment?
Alors, je vous cache pas qu'il y a 2, 3 personnes qui m'ont vraiment bouleversée, qui même sorties de la séance, j'y pensais encore en rentrant chez moi et le week-end d'après, tellement ça m'a marqué, oui. Mais sinon, d'une manière générale, bon, il y a des rituels aussi qu'on met en place. Vous le faites aussi, vous se laver les mains, se nettoyer, du cristal, des bougies. Quand on souffle la bougie, le dossier est clos. Enfin, il y a tout un rituel. Mais j'avais pas trop de problème avec ça. Quand j'étais au service de l'autre, j'entrais vraiment dans l'énergie de l'autre. Quand je sortais, je revenais à moi. Ça me posait pas trop de problème. Encore une fois, à l'exception de quelques personnes qui m'ont vraiment bouleversée par leur histoire ou par l'énergie qu'elles dégageaient ou par le fait de vraiment ressentir leur détresse ou je le ressentais comme si c'était moi qui le vivais. Mais après, intellectuellement aussi, encore une fois, mes formations m'ont permis de comprendre que ça ne m'appartient pas, ça appartient à l'autre. Et toi, on fait tout ce qu'il faut pour se réapproprier sa vie, son énergie à soi et pas vivre l'histoire de l'autre. Ouais. Mais YouTube, c'est vrai, vous avez raison, cette distance aide énormément. Et ça, donc, ça a été un choix aussi, peut-être conscient de ne plus faire de face à face, en fait, hein, de faire parce que ce que vous proposez, peut-être les personnes qui écoutent ne savent pas, c'est que vous proposez des approfondissements de vos lectures intuitives sur votre site internet et qui ne sont pas du coup personnalisés, qui ne sont pas individuels. Non. Donc ça, c'était un choix peut-être pour se préserver aussi à ce niveau-là. Exactement. C'est-à-dire que il y a même à l'époque des personnes qui venaient au cabinet qui sont devenues des amies parce que ces personnes ont compris que j'avais compris ce qu'elles traversaient et après quand j'ai arrêté, elles se sont devenues des amies. Mais effectivement, il y a ce que nous on appelle dans notre métier des extensions des lectures, c'est pas personnalisé. Mais encore une fois, en prenant son signe solaire, son ascendant, le signe lunaire éventuellement, et en synthétisant les 3 lectures, on fait quelque chose de plus personnalisé. Et, oui, les lectures à distance comme ça sur YouTube et les extensions permettent vraiment de mettre de la distance et permettent de me préserver, moi. Oui, oui, j'entends bien. Et comment vous avez appris ce métier? Est-ce que vous l'avez appris? Je reviens un petit peu peut-être à l'initial, mais… Oui, c'est un cumul. Alors, bon, j'ai tout un parcours de thérapeute. Je me suis d'abord intéressée à l'hypnose, je me suis intéressée à l'hypnose humaniste et ericksonienne, ce sont 2 choses différentes. Tout le côté aussi du symbole, l'analyse des rêves, ce genre de choses. Je me suis intéressée également à la psychologie transgénérationnelle. Et puis, quand il y a 15 ans de ça, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu par hasard, une collègue de boulot à l'époque qui m'en avait parlé, je me suis intéressée à la médiumnité. D'accord. Et j'y suis allée, mais un petit peu vraiment dubitative. Et en fait, j'ai été absolument bluffée. On m'a demandé à ce moment-là de faire une lecture intuitive. J'avais jamais fait ça. Donc, je me suis dit, bon, comme je savais que j'avais ce côté très intuitif, je me suis dit, allez, banco, je me lance. Et j'ai été assez bluffée de comprendre comment on peut entrer en contact avec l'énergie de l'autre personne et lire son passé, lire son histoire. Et toutes mes formations de thérapeute m'ont automatiquement dirigée vers les blessures de l'autre. Des blessures que cette personne n'arrivait peut-être même pas à formuler elle-même. Moi, avec le parcours de thérapeute et cette capacité de lecture intuitive, je pouvais voir ces blessures et les pointer comme ça, en disant voilà, voilà, voilà et voilà. Donc, je me suis formée, mais il n'y a pas une formation de 3 ans, de 4 ans. C'est le fruit de plusieurs formations et d'expériences, des dizaines de livres. L'accompagnement en fin de vie aussi, c'est très intéressant pour comprendre énergétiquement ce qui se passe, ce genre de choses. D'accord. Ça en dit long sur votre placement chironien. J'en dis pas plus parce qu'on en parlera à l'atelier, mais on entend un chiron très très fort. D'accord. Une question qu'on doit souvent vous poser, j'imagine, quand vous rencontrez des personnes dans votre vie quotidienne, dans votre vie de tous les jours, est-ce que spontanément, vous voyez leurs blessures du coup? Ouais. Souvent. Alors, c'est quelque chose qui agace mon mari.
Parce que il m'arrive, quand ça arrive, enfin, les gens que je rencontre, comme par exemple ce week-end, on a rencontré des personnes que je ne connaissais pas du tout. Assez naturellement, ces personnes se sentent à l'aise. Parce que bon, j'imagine que ça doit dégager. Et petit à petit, en manipulant, en invitant, en posant 2, 3 questions un petit peu bien placées, on comprend que la personne s'ouvrirait très facilement. J'imagine que pour vous, c'est pareil. Vous posez 2, 3 questions anodines sur la vie de tous les jours, la vie de famille, les enfants, les parents, les frères et sœurs. Assez spontanément, la personne peut être amenée à se dévoiler. Et naturellement, j'aurais tendance à les gratter, à les creuser là où j'ai compris qu'il y avait quelque chose qu'il fallait gratter et creuser. Mais bon, comme c'est quelque chose qui agace mon mari, parce qu'il a l'impression que je travaille en permanence, j'essaye de ne plus le faire et de laisser tout ça à l'autre personne. Est-ce que ça vous interdit des relations amicales, on va dire, pas du tout? Non. Ça, c'est pas un souci, d'accord. Non, pas du tout. Ça fait que vous avez des relations très profondes, j'imagine, avec les gens, du coup? Il y a des personnes avec qui j'ai des relations très superficielles. Il y a des personnes dans mon entourage qui savent absolument pas ce que je fais ou vaguement, OK, des vidéos sur YouTube, elle est youtubeuse, OK, voilà. Non, je suis parfaitement à l'aise avec ça. Non, j'ai aucun problème. D'accord. OK. Ça vous va si on continue? C'est pas trop? Pour l'instant, c'est bon. OK. Alors peut-être, justement, peut-être qu'on pourrait parler un petit peu de votre quotidien. Ça, c'est plus pour le déplacement. Alors, bon, je le dis pas forcément tout le temps, mais on peut poser des questions du type: «Le quotidien, c'est quoi?» Est-ce qu'on entend quelque chose du style, voilà, qu'on va trouver dans la maison 6, en fait? Est-ce qu'on peut parler de la maison 6, du coup? C'est quoi votre quotidien? Est-ce qu'il y a parce que vous parliez de rituels tout à l'heure par rapport à quand on est en consultation privée, effectivement. Est-ce que vous avez des rituels au quotidien? Comment ça se passe, votre quotidien? J'ai pas de rituel au quotidien. Bon, le cabinet, tout ça, le côté cabinet, moi, j'ai arrêté. Je l'ai laissé tomber quand j'ai créé la chaîne Alice Nicolas. J'essaie d'une manière générale de me garder mes matinées pour moi. Il y a un rituel que je fais, c'est vrai, c'est que tous les matins, je m'offre une petite plage d'1 heure où je vais faire une méditation. Je vais me centrer sur moi, je vais me connecter à l'intérieur, je vais voir s'il y a du stress, s'il y a ce qui se passe à l'intérieur de moi. J'essaie de rester un petit peu concentrée et centrée sur moi-même. Sinon, non, il n'y a pas de rituel en particulier. Bon, c'est de la vie quotidienne. Mon mari, le petit café, le repas. Bon, voilà. Sinon, non, je regarde mes messages. Enfin, bon, classique, quoi, j'imagine. Je regarde mes messages. J'essaie de répondre quotidiennement à tous mes messages. Enfin, bon, voilà. Mais non, les rituels, c'était plus quand j'avais le cabinet. Ou alors, quand je commence à faire mes lectures, quand je fais mes lectures, là, j'ai mes petits rituels aussi, effectivement. Ouais. D'accord, ouais, OK. Et la question que j'avais ensuite, c'était par rapport au monde de la nuit, dans le sens onirisme, dans le sens rêve. Sans que je vous en dise plus, ces mots-là, qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, c'est le monde, c'est l'univers de l'inconscient, c'est le langage intérieur, c'est les messages qu'on reçoit la nuit, c'est notre âme, voilà, c'est notre corps subtil qui nous parle, qui nous interpelle. Il y a des recommandations, il y a des conseils, il y a des alertes, il y a des messages, il y a de l'éducation, il y a plein de choses là-dedans. J'ai des nuits qui sont chargées de rêves. Alors, je me suis surprise plusieurs fois, ayant suivi une formation sur l'analyse des symboles et l'analyse des rêves. Je me suis surprise plusieurs fois la nuit à me réveiller à 3 heures du matin en me disant bon, je viens de rêver ça, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi, quel est le message, quelle interprétation en faire. Oui, je suis assez connectée à l'univers du rêve. Ouais. Et du coup, vous communiquez avec des guides, des anges, enfin, les personnes ont plusieurs types de manières de l'appeler? Alors, la seule communication que j'ai avec, on va dire, le monde, nous on l'appelle le monde spirituel, mais on peut appeler ça comme on veut, c'est une jolie histoire. C'est une très vieille dame que j'avais connue il y a plus de 15 ans de ça.
il y a plus de 15 ans. On s'est vu dans les couloirs d'un immeuble. On a eu un coup de foudre l'une pour l'autre. Pas un coup de foudre amoureux, mais une reconnaissance. On s'est reconnus. Cette femme avait l'âge d'être ma grand-mère. On a été très proches pendant quelques temps. Elle me disait qu'elle priait beaucoup pour moi. On a été très proches. Et puis un jour, je suis partie, je ne sais pas, 3 semaines, un mois, je ne sais plus où. Et quand je suis revenue, j'ai appris qu'elle était décédée. Et ayant poursuivi ma formation en médiumnité après tout ça, je sais aujourd'hui qu'elle fait partie de mes guides. Elle est là, je la sens, je l'entends, je la vois, je vois ses yeux, je la reconnais, je sens son énergie très maternelle, très maternante. Et je sais qu'elle est là, qu'elle me guide. Ouais. Et c'est tout. Il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de chevaux, machin. Non, mais je sais qu'elle est là. Est-ce que vous êtes créative? Est-ce que vous avez une passion, quelque chose qui vous anime comme ça? Une passion, non, je dirais pas une passion. Créative, non, pas plus que ça. Pas plus que ça. J'aime plein de choses, mais de manière moyenne, on va dire. Il n'y a pas quelque chose, j'ai pas une passion pour la musique. Enfin, j'aime, oui, mais je peux pas en parler comme d'une passion, non. Ok. Et le rapport que vous entretenez avec votre foyer, votre cocon, l'endroit où vous vivez, est-ce que c'est important pour vous? Oui, c'est très important. Il faut que je m'y sente en sécurité. Il faut que je sente que l'endroit n'est pas habité. Oui. Qu'il n'y a pas d'égrégore, de je sais pas quoi, de qui, de quoi, machin. Il faut que je me sente en sécurité. Il faut qu'il y ait beaucoup de lumière. Oui, c'est très important, effectivement. Ok. Et alors, initialement, j'ai lancé ces ateliers, cette série-là d'ateliers duquel vous allez faire partie. Je les ai intitulés « Les rencontres lunaires du monde de demain ». L'idée, c'était d'interviewer 12 personnes donc qui correspondent aux 12 archétypes du zodiaque, pour illustrer quelque part comment est-ce que, par le biais de ces archétypes, on peut se mettre en route vers le monde de demain avec, je dirais, foi. Voilà, je crois que je ne peux pas dire mieux. Et du coup, j'ai envie de vous demander, vous, étant donné le monde actuel dans lequel on vit, cet effondrement systémique global, j'ai envie de dire, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Quelle est votre vision par rapport justement à ce monde de demain qui est ou pas en train d'émerger? Enfin, comment vous vous situez en fait? Qu'est-ce que vous en pensez? Cette notion d'effondrement, qu'est-ce que ça vous évoque? Voilà, je m'arrête là peut-être. Chaque fois qu'il y a eu quelque chose, chaque fois qu'il y a eu un chaos dans l'histoire de la planète ou l'histoire de l'humanité, chaque fois qu'il y a eu un chaos, en fait, on a besoin du chaos pour pouvoir reconstruire après. C'est une évolution, mais une évolution passe par la destruction de ce qu'il y avait précédemment. Donc, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Je crois que c'est normal. Je crois que c'est une évolution qui va nous amener je ne sais pas où. Mais du chaos va émerger un nouvel ordre, tout simplement. Tout simplement. Okay. Est-ce que vous diriez que vous avez un idéal? Et si oui, quel est votre idéal, votre rêve? Enfin, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. Vous voulez dire pour l'humanité? De manière générale, est-ce que vous avez... ça vous évoque quoi ce terme-là d'idéal? Un idéal? Oui. Bon, évidemment, mais c'est un petit peu perché, quoi. L'idéal où tout le monde se respecte. Tout le monde se respecte, il y a de la place pour tout le monde, on respecte la nature, les animaux, ça c'est très important pour moi. Oui. Respecter la nature et les animaux, surtout les animaux. Bon voilà, évidemment, mais bon, ça fait un peu bisounours et puis c'est un peu lambda, quoi. Je pense pas que l'idéal sur Terre existe. Je pense que on est là pour faire du mieux qu'on peut, pour apprendre, pour évoluer, mais on évolue à travers des obstacles. On ne peut pas évoluer s'il n'y a pas d'obstacles. Enfin, je ne pense pas. Donc, ça nous permet de grandir. Maintenant, l'idéal, peut-être que chacun comprenne sa leçon déjà personnelle. Et puis Inch'Allah, quoi. Non, j'ai pas d'idéal. Je suis pas quelqu'un qui vit. Non, moi je connais mes idéaux, je connais mes principes à moi, je les applique.
Après, bon, ben, les autres, chacun est rendu un petit peu à sa propre responsabilité, renvoyé à sa propre responsabilité d'évolution personnelle. Mmh. Vous avez un discours que je qualifierais, alors là, c'est peut-être un petit clin d'œil pour mes auditeurs aussi, parce qu'ils savent que c'est une énergie que j'apprécie beaucoup, que je qualifierais de saturnien. Vous avez quelque chose de très saturnien. Et c'est intéressant parce que justement, la question que j'allais vous poser, sur laquelle j'allais arriver ensuite, c'est quelles sont vos valeurs, quelle est votre éthique? Parce que vous avez parlé de respect, là, ça m'a frappé. Vous avez parlé du respect, vous avez parlé de la nature des animaux. Voilà, quelle est votre éthique? Je dirais que bon, le respect de tout et de tout le monde. Le respect des valeurs, le respect des principes, des croyances des autres. Il y a une chose qui est essentielle pour moi, c'est l'authenticité. Parce que le respect des autres, ça ne veut pas dire non plus se renier soi-même. Se comprendre, s'identifier déjà soi-même avant de juger les autres. Parce que quand on va peut-être se permettre de juger quelqu'un, on l'a tous fait, je le fais aussi, il n'y a pas de voilà. Mais on le fait quand on se connaît soi-même déjà. Donc déjà se comprendre, se connaître. Donc l'authenticité est quelque chose d'important à mes yeux. L'intégrité, bien sûr. Après, est-ce qu'il y a une autre éthique importante? Est-ce qu'il y a d'autres valeurs importantes? Je sais pas. Oui, je pense que je peux dire ça. Je suis pas préparée à ces questions que vous me posez, mais je pense que je peux dire ça. On est peut-être tous enclins à juger quelqu'un ou les autres d'emblée. Alors qu'on devrait peut-être se dire, attends, moi, où est-ce que je me positionne par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que je m'apprête à émettre comme jugement? Je suis où? J'en suis où? Qu'est-ce que j'ai fait? De quoi est-ce que je peux me prévaloir? De quoi est-ce que j'ai peur? Voilà, déjà se connaître soi-même. Là, après, on peut peut-être se permettre de juger ou de porter un jugement ou une critique ou sans pour autant que ce soit, enfin, voilà. Mais déjà se connaître soi-même. Ouais, je pense que c'est important. Ben, je vais me permettre un jugement, du coup, je trouve que c'est très très beau ce que vous venez de dire. Eh ben voilà. Inch'Allah, comme vous l'avez dit aussi. Est-ce que vous seriez d'accord de répondre à la question, et là on rentre peut-être sur quelque chose de plus intime, mais l'événement le plus difficile de votre vie, le plus marquant peut-être? L'événement le plus marquant de ma vie, oh, il y en a eu plusieurs. Mon enfance a été très, très, très marquante. Oh, bon, en même temps, formatrice, c'est normal, c'est peut-être même le principe de l'enfance. Le divorce de mes parents a été quelque chose qui m'a complètement modelée. La perte de ma chienne a été quelque chose de très difficile aussi. Il y a eu des rencontres qui ont été absolument merveilleuses, comme Marinette, la femme dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a eu des rencontres comme ça qui ont été magiques dans ma vie. Après un événement en particulier, non, il y en a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs événements importants. D'accord. Ouais. Et la question inverse, c'est-à-dire un événement qui vraiment aurait été marquant, mais positivement, qui vous a complètement métamorphosé. Donc il y a cette rencontre-là dont vous parliez. Ouais, il y a un livre que j'ai lu, un jour. Je vais vous raconter l'histoire. J'avais 20 ans. Je me promenais en Suisse, à Lausanne. J'aimais beaucoup me rendre dans les librairies à l'époque. J'adorais ça. J'aimais l'odeur, j'aimais tous ces livres. Pour moi, c'était vraiment le symbole du savoir et de la connaissance. Et j'étais envieuse de ça. Donc, j'adorais aller là. Et pareil, intuition. Alors là où c'était peut-être plutôt un côté instinctif, je ne sais pas. Je suis partie dans une direction, développement personnel. Sur tout le mur de livres, il y en a un. Je savais qu'il fallait que je prenne ce livre. J'ai pris ce livre, je ne me souviens même plus à quel prix il était. À l'époque, à 20 ans, moi, je n'avais pas beaucoup d'argent, mais je savais qu'il fallait que j'achète ce livre. Je le savais. On m'aurait dit non, je le savais. C'était ancré, c'était tellement puissant, je le savais. J'ai acheté ce livre, je suis rentrée à la maison, je l'ai mis dans un coin, je ne l'ai pas ouvert, je ne l'ai plus vu pendant 10 ans. Et un jour, 10 ans après, je me suis dit, tiens, ce livre, il est où? Je l'ai cherché dans ma bibliothèque, je l'ai retrouvé,
Je l'ai lu et ça a été un déclencheur incroyable. Ça a été une détonation. Là, j'ai compris plein de choses. Mais il me fallait ce livre, mais j'étais pas mûre pour le lire. Il fallait que j'attende 10 ans. Le titre du livre, c'est « Homme, qui es-tu donc ?» D'accord. Et ça m'a, waouh! Et à partir de là, j'ai commencé un petit peu à faire mon parcours. Ok, j'ai compris 2-3 choses, l'intuition, la médiumnité, la vie, la mort. Voilà, ça a été vraiment un événement très, très, très marquant, ça. Et donc ça, 20 ans. Avant ça, pendant votre adolescence, vous avez déjà accès, vous l'avez dit tout à l'heure, à votre intuition. C'est quelque chose qui arrivait très tôt. Comment est-ce que vous avez vécu votre intuition avant finalement d'obtenir ces réponses, on va dire, plus mentales que ce livre? C'était animal. C'était animal. Je ne comprenais pas. Il y avait des pulsions. Je ne me posais même pas la question. C'était basique, quoi. C'était presque bestial. Il y avait voilà, des pulsions, je faisais. C'est tout. Je ne réfléchissais pas et je ne me posais pas la question. Maintenant que j'ai fait le parcours que j'ai fait, je sais. Donc, c'est différent. Et pourquoi on est là sur Terre, alors? Je pense que c'est pour apprendre. Je pense que c'est pour apprendre. Je pense que c'est peut-être aussi pour, comment est-ce qu'il faut dire ça, défaire des choses pas belles et pas bien qu'on aurait pu faire et les refaire différemment. Et quel est l'impact collectif là-dessus? Parce que là, du coup, ça serait un impact individuel, c'est-à-dire nous, avec notre karma, quelque part. Hein. Ouais. Et au niveau collectif, pourquoi est-ce qu'on est tous comme ça mis ensemble? Parce qu'on a besoin, encore une fois, du regard des autres sur soi pour arriver peut-être à s'interroger, à se comprendre, à s'identifier. On a besoin d'être mis au défi par les autres, on a besoin d'être challengé, les autres sont un miroir de ce qu'on est. La société, elle est le reflet de qui on est. Donc, je pense que si on était seul sur Terre, il n'y aurait pas de défi à proprement parler. Là, on est défié par les autres dans le groupe. Il y a les autorités, il y a les soumissions, les dominations, il y a l'amour, là au milieu, il y a le pouvoir, il y a tout ça. Ce sont autant de défis qui nous obligent à nous dépasser, mais qui ne peut être atteint que dans le collectif. Et du coup, tout est symbole dans ce que vous dites. Symbole, je pense, oui. Tout, non, mais je pense que oui, il y a beaucoup de symboles, oui. D'accord. Ok. Bon, on arrive, je trouve, en tout cas moi, dans ma manière de pratiquer, on arrive à un tableau qui est quand même plutôt complet. Enfin, complet, je sais pas, je peux pas prétendre à une exhaustivité, mais je commence à avoir quelque chose, je trouve, pas mal de détails, suffisamment en tout cas pour commencer à poser des hypothèses. Alors, je le fais pas sur cet instant, hein, on le fera pendant l'atelier, parce que l'idée, c'est de laisser les personnes, du coup, aussi réécouter, prendre le temps de faire leurs propres hypothèses. Si je donne les miennes tout de suite, c'est pas très intéressant, parce que du coup, elles vont moins s'exercer. Voilà. Est-ce que vous, il y aurait quelque chose que vous voudriez aborder qu'on n'a pas abordé? Sinon, je peux retrouver plein de questions, hein, mais spontanément. Non, allez-y, posez-moi vos questions. Vous savez mieux où il faut amener. Ouais. Alors, je me questionne un petit peu sur votre maison 7 par rapport à certains placements que j'imagine possibles en lien avec la balance, la maison 7. Et du coup, pour la questionner, vous nous avez dit donc que vous êtes mariée. Ça fait combien de temps que vous êtes mariée? Alors, ça fait 2 ans que je suis mariée, qu'on est mariés, mais ça fait 30 ans que l'on se connaît. D'accord. Et ça fait pas 30 ans du coup que vous êtes ensemble? Comment c'est Vous seriez d'accord de nous parler un petit peu de votre histoire ou là on rentre trop dans l'intime? Non. Ça va? J'ai été mariée une première fois à l'âge de 40 ans. Oui. Un mariage qui, en fait, pareil, c'est quelqu'un que je connaissais depuis une dizaine d'années. Et un jour, on a décidé, enfin, c'est surtout moi qui avait ce besoin de poser mes valises et de construire une vie. Donc, on a décidé de se marier. C'est un mariage qui a duré 1 an, donc pas très longtemps. On a divorcé la 2e année. On est toujours resté en contact, toujours resté en lien. On ne s'est jamais fâché. Comme on le dit avec beaucoup d'humour, on a réussi notre divorce, mais pas notre mariage. Aujourd'hui, c'est encore un ami très cher. Il est même ami avec mon nouveau mari.
on se voit tous les trois, ça se passe très bien, on en rigole. Enfin, c'est vraiment très respectueux du parcours de chacun et de l'histoire de chacun. Donc voilà, ça c'était mon premier mariage. Et puis voilà. Et puis donc mon deuxième mari, c'est quelqu'un, encore une fois, que je vous ai dit que je connaissais depuis une trentaine d'années, qui avait déjà fait une tentative d'approche il y a quoi? Oh, il y a 20 ans de ça, mais que j'ai repoussé. C'est pareil, c'était pas le moment, j'étais pas prête. J'ai toute ma vie été consciente qu'il était important pour moi en particulier de travailler sur moi, notamment au niveau de la sécurité. Et je sentais que si je me mariais à ce moment-là, je le faisais en fait de manière artificielle. C'est-à-dire que c'était une sécurité artificielle. J'étais pas prête. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Il a fallu que je travaille à être sécure à l'intérieur pour après dire voilà, je suis disponible. Voilà. Et donc là, maintenant, donc ça fait 2 ans qu'on est mariés et c'est une relation absolument magique. C'est génial, c'est fantastique, c'est beau, on se marre tous les jours, on rigole, voilà, c'est vraiment très très beau, très très chouette. Super, félicitations alors. Ça me fait beaucoup penser à l'axe taureau-scorpion que je trouve chez vous très représenté depuis le départ. Alors, pour certainement d'autres raisons que l'évidence de l'axe de signe, mais bon, ça me fait penser à ça. Je le dis juste pour disséminer quelques petits indices. Autre question, pourquoi YouTube alors? Comment vous en êtes arrivé à YouTube? Écoutez, à l'époque, j'avais encore mon cabinet de thérapie à Genève. Et puis, le soir, il m'arrivait de regarder de suivre 2-3 personnes sur YouTube, des chaînes en anglais notamment, d'astrologie, de choses comme ça, parce que ce sont des sujets qui m'ont toujours intéressée. Et puis, un jour, je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne me lancerais pas? Et puis, c'est ce que j'ai fait. D'accord. Aussi simplement. Aussi simple que ça, voilà. Direct. Je me suis dit, OK, allez, banco, on essaye. Ça fait 5 ans maintenant. Oui, quand même. Voilà. D'accord. Et ça a marché tout de suite? Ça a marché tout de suite. Très bien. Et fulgurant, c'était waouh, tout de suite. Et là, j'ai compris, pareil, que c'était mon intuition qui m'avait guidée sur ce chemin-là, pas par hasard. Et j'ai compris ça aussi, ouais. Tout votre succès par ailleurs, on voit bien qu'effectivement, c'était ça devait se lancer, quoi. Voilà, ça devait se faire, ouais. Et ça n'a pas été trop dur de faire face justement à tous ces regards qui ne sont pas visibles, parce qu'on sait qu'on a des centaines de milliers de regards sur soi et c'est pas, ça vous a pas mis le trac ou Aucun problème. D'accord. Non. Et avant ça, vous n'étiez pas le genre de personne à avoir justement de stress à parler devant une foule ou comment? J'ai jamais eu de problème à m'exprimer devant des personnes. J'ai fait à l'époque, quand j'avais mon cabinet à Genève, je participais à 2-3 rencontres, congrès, séminaires, choses comme ça pour parler d'hypnose, d'auto-hypnose, de thérapie avec l'hypnose ou de parler d'accompagnement en fin de vie. Ça m'est arrivé de devoir m'exprimer devant une salle où il y avait peut-être une centaine de personnes. Ça, non, j'ai jamais eu de problème avec l'expression, non. Parfait. Et encore une fois, le regard des autres, moi je sais aujourd'hui qui je suis, donc ça ne me pose pas de problème. L'hypnose, vous l'utilisez plus du tout aujourd'hui? Non. Non? Non. D'accord. Et l'astrologie, vous avez un rapport particulier avec ou pas forcément? Non. Comme vous, j'ai compris assez rapidement que à travers l'astrologie, l'astrologie, c'est un outil qui nous permet de nous comprendre, de nous découvrir, tout au moins peut-être les gros traits, les grandes caractéristiques, le pourquoi du comment. Et puis voilà quoi. Je m'y intéresse, mais je ne pratique pas. J'ai 2-3 personnes que j'aime beaucoup. Je fais mes comment est-ce qu'on appelle ça, mes thèmes annuels. Je viens de le faire d'ailleurs là avec
avec mon Steve qui est en Angleterre, là, que j'aime beaucoup. Mais bon, voilà, je prends des notes, mais après, c'est fini. Voilà, je reviens une fois. Steve Judd, c'est ça? Judd, ouais. C'est un astrologue que j'apprécie beaucoup. C'est étonnant que... D'accord. J'en ai rencontré d'autres, même ici en France, où on m'a dit ce sont des personnes extraordinaires, mais bon, voilà, ça ne matche pas. C'est pas mon langage. Steve, il parle le même langage que moi, donc je comprends. Ça aussi, Steve Judd, entre parenthèses, il a un côté très uranien. Il a une manière de faire de l'astrologie qui ose finalement se démarquer un petit peu du traditionnel. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup en astrologie, parce que c'est vrai que dans l'astrologie francophone, et je me permets une parenthèse, parce que dernièrement, on m'a demandé si j'avais des astrologues francophones à conseiller. Et j'ai pas été capable sincèrement de répondre à la question. Je préfère laisser chacun faire son chemin. Mais voilà, vu que vous en parlez de Steve Judd, c'est quelqu'un effectivement qui a beaucoup influencé ma pratique. Donc voilà, fin de la parenthèse. Moi, ça fait plusieurs années que toutes les années, je lui demande, franchement, j'aime son approche. Soit dit en passant, c'est son anniversaire aujourd'hui à Steve. C'est pas vrai. Il est du 3 juillet. Je ne savais pas. Ouais, c'est très étonnant. D'accord. Petit clin d'œil alors. Et puis bien mérité, hein, parce que vraiment, c'est quelqu'un, encore une fois, de très compétent dans son domaine. D'accord. Bon. Alors, moi, j'ai vraiment, je crois, un tableau plutôt complet. J'ai pas spécialement. On pourrait passer beaucoup plus de temps, bien sûr, à approfondir tout plein de sujets que vous avez abordés aujourd'hui, mais je trouve que c'est suffisant pour déjà se faire une idée de la Alice, donc qui se cache derrière la caméra. Je sais plus si vous me l'aviez dit. Est-ce que vous pourrez être là le jour de l'atelier, ne serait-ce qu'une demi-heure ou quelque chose comme ça, pour répondre éventuellement aux questions? Je vais essayer. Je devrais pouvoir. Je vais essayer. Comment est-ce que je vais faire ça? Je vais noter. Vous m'avez dit de 10h à 13h. De 10h à 13h. On va essayer. D'accord? Ça serait très, très gentil de votre part. Encore une fois, si vous ne pouvez pas, il n'y a pas de problème. Hein. D'accord. Comment est-ce qu'on ferait à ce moment-là? Vous m'enverrez ou je me connecte ou je vous envoie un mail? Ce qu'on peut faire, c'est que je vous envoie de toute manière le lien Google Meet comme aujourd'hui pour l'atelier. Et puis si vous pouvez, vous connectez, très bien. Et puis si vous ne pouvez pas, de toute façon, l'atelier aura lieu de 10h à 13h. Et puis on sera ravis si vous nous rejoignez. Et puis si ce n'est pas le cas, on sera ravis aussi. Je vais faire de mon mieux, mais je sais qu'on a de la famille qui est là ce week-end-là. Eu égard au 14 juillet. Donc, je vais voir si j'arrive à m'éclipser une vingtaine de minutes ou pas. Voilà, on va essayer. Merci beaucoup en tout cas Alice. Merci encore beaucoup d'avoir été là aussi aujourd'hui, d'avoir accepté l'invitation. Et puis donc j'aurai le plaisir de découvrir votre thème pour l'atelier en compagnie donc des personnes qui se seront inscrites. Et puis on va découvrir un peu plus en avant qui est Alice Nicolas par le biais de l'astrologie. Vous allez à un moment donné avoir besoin de la confirmation, j'imagine. Oui. Je vous donne mon jour de naissance et tout ça. Voilà. Non, je vais continuer à faire quelques hypothèses. Quand je serai prête, je vous demanderai par mail si vous êtes d'accord de m'envoyer votre thème. Je préfère ne pas du tout avoir d'influence extérieure. Je vais continuer un petit peu de mon côté. Comme ça, je prépare l'atelier à l'aveugle, en fait. Je préfère jouer comme ça. Et puis ensuite, une fois que j'aurai vos coordonnées, je peaufinerai, on va dire, la préparation de l'atelier. Mais c'est important pour moi vraiment de travailler à l'aveugle le plus possible. Vous êtes une personne très droite. Oui. Non, justement. Moi, j'ai beaucoup aimé votre idée. Je la trouve créative, je la trouve intéressante, innovante. J'ai beaucoup aimé. J'ai été curieuse de voir comment ça se met en place. Donc voilà, moi, si je peux, je suis là, il n'y a pas de problème. Super. Encore une fois, merci infiniment Alice. Je vous souhaite le meilleur du coup. Et puis je serai ravie de vous retrouver la semaine prochaine si vous êtes là. Ok, très bien. Merci Amélie, à vous et puis au plaisir. À très bientôt Alice, au revoir. Merci.